Et pour parler de tous ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Isabelle Baudry. Bonjour Isabelle. Bonjour. Fondatrice de Retency. À vos côtés, Rafik Smati. Bonjour Rafik. Bonjour. Fondateur de Luxor.ai et président du groupe Aventor. C'est face à vous Ludovic de Sauté. Bonjour Ludovic. Bonjour Raphaël. Directeur délégué de la rédaction de La Tribune. On va commencer avec vous Ludovic sur cette petite sortie d'Emmanuel Macron sur les retraites. Alors non, un peu comme Magritte, ceci n'est pas une suspension promis, c'est simplement un décalage. Il vient mettre un peu des bâtons dans les roues de son Premier ministre. Là, il ne va pas l'aider, en tout cas, à négocier. Je ne sais pas si vous avez eu la même sensation, Raphaël, mais on a eu le sentiment hier après-midi de vivre dans une forme de cohabitation, presque. Oui, c'est ça, entre l'Élysée et Matignon. Un moment de flottement comme ça, où on se dit, tiens, pourquoi il prend la parole, en plus depuis l'étranger, sur un sujet sur lequel, là, on patauge depuis lundi, oui. Réellement, c'est le budget. Alors que la règle, normalement, à l'international, est de ne pas parler des affaires domestiques. Exactement. Quand on est président de la République. Donc tout ça, ça a déclenché la fameuse lettre rectificative qui va arriver en Conseil des ministres demain, qui va graver dans le marbre ce décalage, pour prendre la nouvelle expression consacrée sur la réforme des retraites. Mais au-delà de cette notion-là, je pense que vous le disiez tout à l'heure, parce que Emmanuel Macron a aussi pris la parole en parlant d'un possible référendum. Je vais vous arrêter, on a le son, on va écouter Emmanuel Macron. D'ailleurs, c'était hier en Slovénie, on l'écoute. Le Premier ministre a fait un choix pour apaiser le débat actuel qui a consisté à proposer le décalage d'une échéance. Je le dis ici parce que ça n'est ni l'abrogation ni la suspension. De toute façon, il faudra reposer le débat. Et sur ce sujet, les perspectives de référendum sont possibles, encore faut-il qu'on sache sur quoi. Et donc elles ne pourraient se faire, mais il ne m'appartient pas encore de décider cela, sur un accord qui serait ainsi scellé. Voilà. Ni abrogation, ni suspension, peut-être référendum. Peut-être référendum. Et au-delà du jeu politique qui a mis, on va dire, Sébastien Lecornu dans une position un peu délicate hier, le fait de sortir les rames, on va dire, des socialistes pour assurer toutes les troupes. Ce qui est peut-être intéressant dans les propos d'Emmanuel Macron qu'on vient d'écouter, c'est aussi cette voie vers le référendum et qui fait acte de se dire, en fait, et c'est peut-être là où Emmanuel Macron challenge davantage Matignon et l'attelage, on va dire, de l'Assemblée actuelle, c'est de se dire, en fait, on va peut-être pas attendre la présidentielle pour aller dans une nouvelle réforme, de la réforme des retraites. Et donc, la pression est mise très clairement sur la conférence des partenaires sociaux qu'on attend, qui doit se mettre en branle, et de se dire, en fait, si cette conférence devait arriver à un résultat, peut-être qu'on va pas attendre 2027 pour acter une évolution dans cette réforme des réformes de retraite. Pour l'instant, on est un peu en suspens et on est dans un jeu très politique. C'est vrai que s'il essaye de remettre sur la place publique, c'est aussi l'idée d'une réforme des retraites, de la réforme à point des retraites. Il essaie de faire de cette crise une opportunité pour remettre l'idée de cette réforme à point sur le débat. Est-ce que c'est une bonne idée? Et deux, est-ce qu'un référendum sur les retraites est une bonne idée, Rafik Smati? Toute la question, Raphaël Legendre, c'est la question de la temporalité. Est-ce que le sujet des retraites est important? Évidemment oui. On est en train de parler de loin du premier poste de dépenses publiques de notre pays et qui est l'un des principaux gouffres financiers. Donc il y a un sujet et ce n'est pas un petit sujet. Est-ce qu'on a vocation à faire trancher les grands sujets par référendum? Pourquoi pas? D'autant plus que vous avez plusieurs paradigmes qui s'affrontent. Vous avez les défenseurs absolus de la retraite par répartition, qui sont d'ailleurs dans un déni d'une certaine forme de mathématiques. C'est-à-dire qu'ils ne regardent pas que il y a 40 ans, vous aviez un actif pour 4 retraités, alors qu'aujourd'hui, on a un actif pour 1,7 retraités, qui ne voient pas que 25% des budgets des ministères aujourd'hui sont grevés par les retraites. On est aujourd'hui dans une apocalypse budgétaire du fait d'un modèle social que nous ne réussissons plus à assumer, ça c'est un fait. Donc, ceux qui s'arc-boutent à ce système-là sont dans une posture absolument suicidaire. Donc évidemment qu'il faut sortir de ça. Ensuite, vous avez plusieurs approches. Vous avez une approche qui consiste à dire vous mettez la retraite à point et vous faites sauter ce que moi je crois. Je crois que ce qu'ont démontré ces dernières semaines, et même toutes les réformes des retraites, c'est que le seuil, vous partez à la retraite à 63, 64, 65 ans, je pense que les Français ne veulent pas. Donc il faut prendre acte du fait qu'il y a un blocage, c'est vrai que c'est l'âge pivot dans la réforme des retraites à point qui avait bloqué le débat. Il faut prendre acte du fait que les Français ne veulent pas de ça, mais tout en disant que nous allons devoir quand même malgré tout collectivement plus travailler. Ça veut dire que, imaginez, et je vais sans doute faire grincer des dents en disant ça, imaginez que l'on dise que la durée
durée minimum de cotisation pour avoir une retraite à taux plein, c'est 45 ans. 45 ans, c'est plus que ce qu'on a aujourd'hui. C'est beaucoup plus. Ça veut dire que si vous commencez à bosser à 16 ans, vous partez à 61 ans. Ça veut dire que si vous commencez à bosser à 25 ans comme moi, vous partez à 70 ans. Mais si vous commencez à bosser à 25 ans, ça a été votre choix. Vous avez fait des études. Oui. Et probablement pas des études qui vont vous mettre dans un métier extrêmement manuel qui va vous épuiser. Donc vous allez bosser jusqu'à 70 ans. Je crois qu'il y a un système de mathématiques et de vérité à tenir. Si tu as commencé à travailler tôt, et puis peut-être que certaines personnes ont envie de commencer à bosser tôt, si tu as commencé à travailler tôt, tu vas partir à la retraite plus tôt. Si tu commences tard, tu pars à la retraite plus tard. Mais dans un système dont le prérequis de base doit être l'équilibre. Et puis, troisième point, je suis obligé de mettre ça sur la table, la question de la retraite par capitalisation. Oui. Parce que le modèle aujourd'hui qui consiste à dire qu'on va financer une partie de notre retraite sur la performance des marchés, c'est le meilleur cadeau que l'on puisse faire aux classes populaires. Ah, mais ça, Rafik Maty, on sait qu'il faut aussi des décennies pour abonder un régime pour tous. Hein. C'est très très long, il faut des centaines de milliards d'euros. Et c'est la raison pour laquelle, et j'en terminerai là, que tout cela ne peut se faire que dans le cadre d'un débat national, avec une mise en perspective sur plusieurs décennies. Ce qu'on a vu là dans le précédent budget, c'est que si vous venez voir des acteurs économiques et que sans vision économique, dans une cacophonie absolue, et que vous leur dites on va vous augmenter vos impôts, vos cotisations, tout le monde va vous dire non, et tout le monde aura raison de dire non. En revanche, si vous venez voir les acteurs économiques, dont le chef d'entreprise que je suis, dont le citoyen que je suis, en disant voilà le modèle que l'on va mettre en place ces 30 prochaines années, on va avoir une période de transition, on va devoir financer la capitalisation, donc on va avoir besoin de faire ça, ça et ça, je pense qu'on sera capable d'embarquer la nation derrière ça. Beau sujet de présidentiel, est-ce que c'est un sujet de référendum ? Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes, a alerté ce matin, c'était chez le confrère de RTL, les retraites c'est un sujet hautement inflammable et pour un référendum, il faut qu'il y ait un débat serein. Il ajoute que les Français, quand on leur pose une question en référendum, en général, ils regardent qui pose la question et très souvent la réponse est non. Je me permets d'ajouter. Isabelle Bordet. Et puis alors, il y a un autre sujet, c'est qu'aujourd'hui, la majorité des votants ont plus de 50 ans. Et que, pour la première fois cette année, la bascule a été faite, absolument. Et qu'aujourd'hui, les moins de 30 ans dans la population française représentent moins d'un tiers. Donc déjà, quelle va être la question qui va être posée ? Et la question va être soumise à des gens qui potentiellement n'ont pas un intérêt véritable à une abrogation, une suspension ou une pause. De changer le système. Changer le système. Et je suis tout à fait d'accord avec Rafik, parce qu'effectivement, aujourd'hui, les retraites, c'est 300 milliards à peu près. C'est 400 milliards les retraites. 400 milliards, et c'est plus que la TVA collectée. Donc aujourd'hui, c'est des monceaux d'argent qui sont effectivement... proposés et qui grèvent le travail quotidien des plus jeunes. Et donc, c'est un vrai sujet de société. Poser une question est extrêmement compliqué. Quelle question va être posée ? Est-ce que vous voulez une retraite à points ? Est-ce que vous voulez une retraite par capitalisation ? C'est extrêmement complexe. Donc, je suis d'accord avec Moscovici sur le fait qu'il faut un débat apaisé. La seule chose, c'est qu'on a une assemblée aujourd'hui qui n'est pas apaisée. Et vous parliez tout à l'heure de distension entre effectivement le Premier ministre et le Président de la République. On est aujourd'hui, on devrait être en cohabitation. En réalité, les Français veulent une cohabitation. Là, on la voit entre l'Élysée et Matignon, finalement, mais dans le même camp. C'est un peu baroque. Sauf qu'effectivement, le président continue à donner des pistes et qui ne sont pas forcément des pistes que veulent suivre son gouvernement. Bon, Ludovic, oui. C'est intéressant ce que partagent Rafik et Isabelle. Et peut-être, alors, je vais y aller au doigt mouillé, mais dans cette réforme des retraites, c'est évident que quand on a 50 ans, 60 ans, 70 ans, on pense pas la même chose que quand on a 30 ans ou 25 ans et qu'on rentre dans la vie active, la perception de la retraite. Et peut-être que là où le débat collectivement est raté en termes politiques, c'est que je crois que sur la réforme des retraites, la génération qui vient est une génération qui demande de la liberté. C'est-à-dire en fait, qui ne s'attend pas tellement à des systèmes d'annuité. Quand on sait que le taux d'épargne est à 19%, quand on sait qu'avec la fin de la génération baby-boom, il y a 1400 milliards d'héritage qui va arriver dans l'économie dans les 20 ans qui viennent et tout ça, il y a des gens qui vont piloter finalement leur retraite là-dedans et qui veulent retrouver ou trouver une liberté. C'est pas se défaire d'un système, j'allais dire, dans lequel on est tous unis tel qu'il existe, mais de se dire, en fait, à la marge, sur les âges et tout ça, on le voit, c'est très très montant chez les moins de 30 ans, se dire, moi je vais voir. C'est-à-dire que peut-être je serai amené à travailler à 70 ans comme le scénario dont faisait état Rafik, et peut-être que par des opportunités, par des choix de vie, des choix professionnels, à l'inverse, j'arrêterai à 60 ans parce que j'aurais réussi à capitaliser, parce que j'aurais un autre chemin professionnel. Donc il y a aussi un décalage très profond, générationnel, et j'abonde vraiment ce que dit Isabelle,
On ne vit pas la même chose aujourd'hui quand on est à quelques années de la retraite ou qu'on est déjà en retraite et qu'on a peur qu'un système s'écroule. Honnêtement, c'est ça. C'est juste ça. Ou quand on va être client de ce système-là dans 30 ans, on se dit que ce système n'existera plus. Et oui. Donc Exactement. Voilà. Ce décalage générationnel, n'y croient plus. En fait, les jeunes n'y croient plus. Les jeunes aujourd'hui. On entend beaucoup ça, hein, j'aurai pas de retraite de toute façon. Mais n'y croient plus. Ouais. Alors ce déclassement, ce sentiment de déclassement et cette crainte de l'avenir, c'est justement le sujet d'une étude passionnante du Haut Commissariat au Plan sur ce mouvement, vous savez, qui a émergé sur les réseaux sociaux il y a quelques mois. C'est Nicolas qui paye. C'est quoi ce mouvement, ce Nicolas? C'est un idéal typique, le trentenaire, diplômé, qui bosse, qui paye un maximum d'impôts et qui a l'impression d'avoir un peu tout perdu par rapport aux générations précédentes, au quinquennat, surtout par rapport aux boomers, et qui en a un peu ras-le-bol. Il y a un petit fond de ras-le-bol fiscal derrière ce mouvement, c'est Nicolas qui paye. Qu'est-ce qu'elle dit cette étude? Isabelle, je commence par vous, ensuite Rafik Smati, ces jeunes qui je trouve ça très intéressant parce que ça met en exergue une paupérisation de la jeunesse aujourd'hui. Et quand on regarde les chiffres du travail, et quand vous prenez le salaire brut, le salaire net, ce que l'on paye en impôts, ce que l'entreprise paye à l'État, c'est-à-dire sur un salaire de 100, l'entreprise paye 140. Oui. Et en réalité, le salarié ne touche en net que 42 lorsque vous retirez les charges patronales, les charges sociales et l'impôt sur le revenu. Donc aujourd'hui, le travail ne paie plus et vous avez en face un système public, que ce soit l'hôpital, que ce soit l'éducation, qui ne fonctionne plus ou qui fonctionne beaucoup moins bien qu'il y a 30 ans. On n'en a plus pour notre argent, quoi, ce que vous nous dites. On n'en a plus pour notre argent et il y a un problème d'efficacité de l'impôt. Et aujourd'hui, avoir un contrat de salarié français qui était, il y a 30 ans, quelque chose de tout à fait envié à travers l'Europe et à travers le monde, n'est plus envié par nos jeunes. Ils cherchent aujourd'hui à partir, puisque le système, effectivement, ne fonctionne plus. Oui, c'est ce que disait une étude du Syntec récemment. Un ras-le-bol, effectivement, fiscal. Et puis après, il y a une dévalorisation des diplômes, ce que dit cette étude. C'est-à-dire que les étudiants sortent, effectivement, après Bac plus 4, Bac plus 5, ce qu'évoquait tout à l'heure Rafik, vers 24-25 ans. Ils gagnent un tout petit peu plus que ce qui touchait il y a 30 ans. Oui, ça fait partie des points positifs. Et il faut dire qu'il y a des points positifs aussi entre la génération de 1970 et celle de 2020. Le premier emploi est 10% mieux payé, même en prenant en compte l'inflation. Au premier emploi, on est mieux payé à moyenne de 10% par rapport à oui, mais cette étude met bien en exergue que ça ne tient pas compte le prix de l'immobilier et l'évolution du prix de l'immobilier. Donc aujourd'hui, lorsque vous regardez l'accession à la résidence principale, le primo-accédant, comme on dit dans le secteur, et ben en fait, il est de plus en plus âgé. On est passé de moins de 30 ans à un petit peu moins de 35 ans. Donc en réalité, il y a un sentiment d'appauvrissement général qui n'est pas tenable chez nos jeunes. Qu'est-ce que vous retenez de cette étude-là? Sur le logement, c'est très important. Hein. On se rend compte que c'est à la fois la dévalorisation du diplôme qui entraîne ce sentiment de déclassement et les problèmes de logement absolument majeurs. Là où il fallait 10 ans pour acheter un bien immobilier en 1970, il faut 23 ans aujourd'hui pour la même surface. Ça, c'est un des gros sujets, Rafik Smati, non ? La situation des jeunes aujourd'hui est en réalité tellement révélatrice de la situation globale de notre pays. Je rappelle qu'il y a quelques années, parce qu'on est aujourd'hui dans un processus d'appauvrissement collectif. En termes de richesse par habitant, on était 5e il y a une trentaine d'années, on est aujourd'hui 26e. 26e. C'est-à-dire que, et ça va très, très vite. Je veux bien que les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent aient conscience de ça. Et les jeunes aujourd'hui sont d'une certaine façon la variable d'ajustement de ça. On maltraite nos jeunes, c'est ça que vous nous dites ? On favorise les plus âgés et on défavorise nos jeunes. On maltraite nos jeunes, on maltraite ceux qui travaillent. Quelques chiffres pour la clarté du débat. La France, c'est 67 millions de personnes. Oui. C'est un modèle social généreux qui alimente une population de 67 millions de personnes. Vous avez 22 millions de Français qui travaillent dans le privé, c'est-à-dire qui produisent pour alimenter, pour financer ce modèle social de 66 millions de personnes. Il n'y a pas besoin d'avoir fait de très grandes études de mathématiques pour comprendre qu'il y a un déséquilibre. Ouais. Quand vous avez 22 millions de personnes qui produisent et qui créent de la richesse pour financer un modèle social de 67 millions de personnes, ça ne peut pas tourner éternellement. Regardez votre fiche de paye. La fiche de paye, le poste retraite, c'est 28% de votre salaire brut. Il y a une trentaine d'années, on était à moins de 10% du salaire brut. C'est-à-dire que même sur les retraites, on vient amputer le pouvoir d'achat des actifs. Et donc aujourd'hui, nous sommes là dans un scénario où nous sommes en train de faire de la France un pays
de rentier, un pays qui regarde le passé, qui s'accroche à des vieilles lunes. Et d'ailleurs, le simple fait que nous ayons aujourd'hui encore un débat sur les réformes des retraites, alors que le monde entier est en train de parler de la super-intelligence et de l'avenir du monde, est tellement révélateur de l'impasse dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et donc, nous sommes un pays qui regarde en arrière, alors que nous devrions regarder en avant. Et moi, je suis extrêmement inquiet, parce que quand un pays a renoncé à faire en sorte qu'une classe d'âge soit plus riche, plus heureuse et plus prospère que la classe d'âge qui l'a précédée, eh bien, ça ne laisse jamais augurer rien de bon. Ouais, il y a un sujet concentration du patrimoine. Hein, vous en parliez tout à l'heure. 1400 milliards doivent être transmis. Oui. Comme par hasard, on commence à entendre parler taxation des héritages aussi. Ça revient dans le débat budgétaire à l'Assemblée. Mais il y a cet écart aussi. C'est-à-dire que le patrimoine est de plus en plus détenu entre les mains des seniors. Ça, c'est aussi un des enseignements de cette étude. Il y a un déséquilibre très mal adressé par François Bayrou cet été avec son attaque sur les boomers. Parce que c'est pas, je veux dire, c'est pas une lutte des classes entre des générations. Non, on n'a pas envie non plus de... Voilà. On n'a pas envie de tomber dans ce jeu-là. D'épingler les boomers. Disait Isabelle, qui est très très juste, c'est-à-dire que cette photographie que je trouve vraiment excellente, parce que cette photographie elle pose des mots MAX qui sont importants et qui révèlent, comme le disait Rafik, finalement tous les problèmes qu'a la France. Je vais citer juste un chiffre de cette étude, moi, qui me paraît intéressant. En 79, en moyenne, quelqu'un de 30 ans touchait 13% de plus en termes de salaire que quelqu'un de 50 ans. Pourquoi ? Parce que l'économie était en mutation, il y avait de nouveaux emplois, il y avait le développement de l'industrie et tout ça. Arrive en 2019, 40 ans plus tard, maintenant, cette génération, elle touche 9% de moins que les 50 ans. Et pourquoi ? Parce qu'en grande partie, ce sont les prélèvements sociaux qui sont passés de 32 à 38%. C'est-à-dire qu'on est dans un système qui finance la démographie. C'est-à-dire, et tant mieux, c'est une bonne nouvelle collectivement qu'on vive plus vieux, qu'on soit en bonne santé. Le problème, c'est qu'on a affaire à une génération, d'abord, qui a été emmenée à 80% au bac, qui a du mal à rentrer quand même dans un monde professionnel qui ne s'est pas adapté à ces profils-là. C'est-à-dire qu'on a quelque part une logique de surqualification sur une partie des... Ah oui, avec une dévalorisation des diplômes, c'est très net. Hein, alors qu'on entraîne ce sentiment de déclassement. Il y a des métiers sous tension par ailleurs dans d'autres domaines, donc c'est la curiosité. Il y a la part du logement dont vous parlez. Oui. Et c'est quand même une génération qui, aujourd'hui, on va le dire, n'est pas portée au plan politique. C'est-à-dire, j'entends pas un parti politique exprimer aujourd'hui ce que ressentent les moins de 35 ans par rapport à l'avenir. Et cet avenir, il est important parce que cet avenir, c'est l'avenir du pays. C'est des gens qui vont avoir à gérer les ruptures technologiques, l'innovation, les questions du climat, les questions démographiques et tout ça. Or, si ces gens-là ne sont pas représentés par les gens qui débattent aujourd'hui dans l'hémicycle et qu'ils ont juste le sentiment de savoir s'ils vont être prélevés de 1 ou 2 points de plus pour que le système tienne 2 ou 3 ans de plus, on va pas aller très loin. Honnêtement, on va pas aller très loin. Et le problème, c'est que beaucoup de politiques ont un discours schizophrène. C'est-à-dire que d'un côté, ils veulent des talents, pousser les startups, investir dans l'IA, investir dans l'innovation. Et de l'autre côté, rien n'est fait pour les jeunes. Et c'est les jeunes qui vont mener la révolution de l'IA, de la transformation, etc. Et aujourd'hui, on voit bien que nos plus grands ingénieurs sont beaucoup dans des grosses sociétés américaines. Oui. Et que ceux qui transforment les grandes sociétés américaines sont souvent des Français, souvent des Européens. On voit chez Tesla, on voit chez Meta, on voit chez Google. Il y a énormément de Français à des postes stratégiques. Et c'est terrible, parce que tout ça est effectivement issu d'un sentiment où la France n'est plus un terrain sur lequel ils sont susceptibles de créer la croissance ou de créer suffisamment de valeur et de pouvoir en bénéficier. Et quand vous ajoutez à tout ça la taxe Glucksmann, et alors là, on marche sur la tête. C'est-à-dire qu'on est dans une schizophrénie totale. Pourquoi ? Parce que la taxe Glucksmann, c'est l'antithèse de la prise de risque, c'est l'antithèse de la compréhension économique basique d'une gouvernance d'entreprise, où lorsque vous êtes détenteur d'actions qui ne sont pas liquides, vous n'avez pas pour autant le patrimoine à 30 ans ou à 25 ans pour payer une taxe qui s'applique sur ce niveau de valorisation des actions. Donc, en fait, la France pâtit de son mauvais niveau économique. Alors, nous venons d'avoir un prix Nobel d'économie, qui d'ailleurs s'exprime de manière très forte pour la retraite pour l'innovation et contre la taxe Glucksmann. Pour l'innovation, pour la retraite à points et contre la taxe Glucksmann. Il faut absolument qu'on laisse des personnalités de ce type-là prendre la parole, rentrer dans le débat et se faire écouter. Parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai besoin d'explication profonde des Français
des basiques de l'économie. Rafik Smati. Oui, et puis changer d'état d'esprit, changer de cette passion que nous avons pour la protection pour aller vers le risque. Aujourd'hui, on a fait de la France une société de la protection à outrance. Les retraites, 14% de notre produit intérieur brut. Oui. Il y a 2 40 points de plus qu'à la moyenne européenne. 2 points de plus. Il y a 40 ans, c'était 7% du produit intérieur brut. L'éducation nationale, aujourd'hui, 7% du produit intérieur brut. Il y a 40 ans, 7% du produit intérieur brut. Donc on voit bien, à travers ces chiffres, les choix qui sont faits collectivement par nous tous, citoyens, à travers les personnes que nous avons élues. On ne peut pas à ce point sacrifier... Et quand je vous dis que l'éducation, 7% de notre produit intérieur brut, je vous renvoie aux travaux de Jean-Pascal Beaufret qui démontrent que dans le budget de l'éducation nationale, vous avez 25% qui sont là pour financer les retraites des agents de l'éducation nationale. De sorte que quand vous regardez le budget, l'évolution du budget de l'éducation depuis ces dernières années, il augmente en valeur absolue, mais si vous faites le retraitement et que vous enlevez les retraites, le budget de l'éducation nationale en France baisse. Et l'investissement par élève baisse. Comment voulez-vous embrasser la plus grande révolution de l'histoire de l'humanité qui est devant nous à travers... la biogénétique, l'IA, etc., qui va nécessiter de faire des générations d'ingénieurs et de mathématiciens, comment vous voulez affronter cette révolution en abaissant le niveau de manière assumée? Ce n'est pas possible. C'est suicidaire, Raphaël. Ce budget, ce budget de l'éducation nationale, c'est, quand vous le mettez en perspective d'autres pays européens, et notamment, par exemple, de l'Allemagne, vous apercevez qu'en Allemagne, les professeurs sont, pour un budget équivalent global, sont mieux payés qu'en France. Parce qu'en France, on n'arrive plus à recruter des instituteurs, des professeurs, puisqu'aujourd'hui, leur travail n'est plus valorisé à la hauteur. Et donc, c'est ce que expliquait très bien Rafik. On a un problème de valorisation et de répartition de la richesse sur des points absolument clés qui doivent être le moteur de l'économie. Et c'est pour ça que le Nicolas ne l'entendent pas, parce qu'aujourd'hui, ceux qui votent ont plus de 50 ans. Et le Nicolas qui paye, ce sont aussi les fonctionnaires. Vous devriez aujourd'hui avoir des fonctionnaires qui sont dans la rue au nom de Nicolas qui paye en disant à cause de ce modèle social qui nous retient dans le passé, on est mal payé et on sacrifie notre mission de service public. Parce que moi aujourd'hui, c'est pour ça que vous ne m'entendrez jamais opposer les fonctionnaires et les gens qui travaillent dans le privé. Parce que les fonctionnaires aujourd'hui sont les variables d'ajustement d'un système qui est à bout de course et qui ne fonctionne plus. Moi, je ne sais pas comment, Ludovic, on sort de ce système, dans la mesure où le politique suit les gens qui votent. Et que, comme Isabelle l'a dit tout à l'heure, pour la première fois cette année, les plus de 50 ans sont majoritaires dans le corps électoral. On a eu un exemple hier en commission des finances. C'est droite et gauche réunies pour revenir sur la suppression de l'abattement de 10% pour frais professionnels des retraités. On ne touche pas aux retraités. C'est la poule aux œufs d'or électorale. Donc comment on s'en sort là ? Très compliqué, c'est ce qu'on on partageait avec Isabelle à l'instant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien que on dirait en mathématiques, le barycentre politique, on voit bien où il est en termes d'âge. Il est au-dessus des 50 ans et 60 ans. C'est une question profonde que va croiser la classe politique. Alors, je ne sais pas si elle la croisera en 2027, parce que pour l'instant, on est vraiment dans ces moyennes d'âge. Mais j'allais dire, le problème, c'est que même quand on a des jeunes présidents, ils agissent comme des vieux, honnêtement. Donc, c'est un premier problème. Mais au-delà de ça, l'enjeu profond, Rafik le soulignait à l'instant, c'est que l'innovation, pour l'innovation, il y a un cocktail qui est connu. D'abord, il faut de l'investissement, donc il faut de l'argent qui ruisselle, il faut des diplômes, mais il faut de la jeunesse aussi, en fait. L'innovation, il n'y a pas d'innovation sans jeunesse. Oui. Et c'est une réalité. Et c'est pas, j'allais dire, quelqu'un aujourd'hui qui a 70 ans, qui gère une assurance vie, qui va provoquer de l'investissement dans l'économie. Clairement, aujourd'hui, on a un grand problème de mauvaise répartition de ce qu'est l'investissement. Il y a de l'argent dans ce pays. Il y a de l'argent. Il y a beaucoup d'argent même dans ce pays. Mais cet argent ne circule plus, n'alimente plus. Alors oui, on a eu la Startup Nation, mais il y a d'autres leviers, il y a d'autres chantiers que la Startup Nation. La startup n'est pas la réponse à tout. Oui. Il y a des enjeux en termes d'industrie, il y a des enjeux en termes de services, il y a des enjeux en termes probablement de potentiel économique sur ce qu'est un pays qui vieillit aussi, mais qui crée aussi des nouvelles activités, des services de proximité possibles. Donc politiquement, ces questions, j'allais dire, elles sont presque tabous. La question des héritages, elle illustre à merveille le côté tabou aujourd'hui de la problématique qu'on a à faire. C'est-à-dire que je crois que Yann Braun-Pivet hier disait que c'est de l'argent qui tombe du ciel. Cet argent tombé du ciel, disait la présidente de l'Assemblée nationale, effectivement. Mais c'est pas de l'argent qui tombe du ciel. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, il y a une masse qui est 1400 milliards, il y a de l'argent placé de ça, dont l'économie aurait vraiment besoin pour se mettre en mouvement.
honnêtement. La dette française aussi, parce qu'elle croît et donc elle est beaucoup placée en dette. La formation et le logement, 2 priorités pour notre jeunesse. On espère que le message du Haut Commissariat au Plan sera entendu de nos politiques.